matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Vous pensiez sortir de la matrice en prenant la pilule rouge, mais en réalité, vous ne faites que la voir dans toute sa laideur. 6, 6, 6. Le seul moyen pour en sortir est de créer une autre réalité. Beaucoup de légendes nous parlent d'un temps meilleur pour l'humanité, d'un âge d'or, d'une civilisation malheureusement perdue. Mais cette civilisation nous a laissé des traces, un message même. Ce message, c'est la pilule verte. Cette Atlantide représente la contre-matrice. Prenons donc la pilule verte et explorons cette contre-matrice Atlante. 3, 6, 6, de couleur verte. Au dernier épisode, nous avions fait de fameuses et de grandes découvertes en étudiant ces fameuses mégalithes de Bretagne et de Grande-Bretagne. Cette civilisation mégalithique possédait en effet de grandes connaissances scientifiques, autant en mathématiques qu'en astronomie. En recoupant avec la mythologie, avec des faits archéologiques ou géologiques, notamment avec la submersion de l'île du Dogger Bank, tout nous laissait penser que nous avions retrouvé là la fameuse Atlantide. Ces Atlantes auraient été un peuple de marins et de bâtisseurs de mégalithes. Nous avions même trouvé un lien entre le site de Stonehenge, site mégalithique, et le site beaucoup plus récent, dit celtique gaulois, d'Alésia. Comme si ces fameux druides avaient hérité du savoir atlante. En étudiant les textes anciens, les textes grecs en dehors des sentiers battus, nous fûmes moins surpris car les auteurs grecs tenaient les druides en très haute estime. Ces bâtisseurs de mégalithes atlantes, étaient-ce les ancêtres des druides? Forts de ce nouveau paradigme, de ces nouvelles connaissances, nous allons donc continuer notre exploration, notre investigation, en allant naviguer jusqu'en Égypte, jusqu'à Gizeh. Bienvenue, vous êtes sur le seuil de l'entrée vers la contre-matrice. La pilule verte qui vous est proposée va vous emmener vers un changement total de paradigme, vers une autre vision de l'histoire. Et ce n'est pas pour rien, car nous pensons qu'il y eut un monde meilleur pour l'humanité il y a fort longtemps. Tout simplement parce que les anciens bâtisseurs de ce vieux monde nous ont laissé des traces, nous ont laissé un message au travers des pierres, au travers des monuments qu'ils ont laissés. Ce message qui a traversé les millénaires est déjà une preuve d'altruisme, une envie de communiquer que ces anciens manifestent encore aujourd'hui avec leurs descendants au travers de ces pierres. Ce monde ancien représente une telle alternative à la civilisation et à la société moderne que nous croyons
que les idéologues modernes ont préféré l'occulter, nous le faire oublier. Alors c'est pourquoi nous allons retrouver la mémoire. Grâce à cette pilule verte, nous allons retrouver le fameux réseau vert laissé par les anciens bâtisseurs. Ce réseau est ce qui va relier tous les sites de l'ancien monde et donner du sens à cette ancienne civilisation, en même temps qu'il va la démontrer, l'appuyer. Il est principalement constitué, ce réseau, de 366 méridiens, invisibles évidemment pour celui qui ne les connaît pas. C'est-à-dire que le méridien, c'est ce qui vous donne la coordonnée GPS longitude. Dans notre système actuel, nous divisons notre planète et les cercles en 360 degrés, c'est-à-dire 360 méridiens longitudinaux. Et la référence de ce système, le 0 degré, est le fameux méridien de Greenwich. Mais dans le système Atlante, dans le système vert, le méridien de référence déjà, c'est Alésia. Premier décalage, mais en plus de cela, l'échelle n'est pas du tout la même. Il divise un cercle en 366. Nous avions vu que le cercle divisé en 6 avait son importance. Et pour cause, dans un système à 366 degrés, la division en 4 ne tombe pas juste. On n'est pas dans un nombre entier. Par conséquent, la division en 6 pour un système à 366 paraît beaucoup plus naturelle. La donne de ce réseau vert est donc totalement différente du réseau de méridiens actuel. Et par conséquent, ce réseau Atlante, cette matrice verte, est totalement cachée pour l'œil non averti. Pourquoi l'Égypte, allez-vous me dire? Hormis le fait qu'on va y retrouver la plus belle merveille du monde, les pyramides de Gizeh, mais ce n'est pas du tout la même architecture que ce que l'on va retrouver en Europe occidentale, où on a une architecture mégalithique faite surtout de monolithes. Ce n'est pas la même chose avec les pyramides de Gizeh. Et pourtant, détrompez-vous, en Égypte, il y a également un site de type mégalithique. Et oui, connaissiez-vous Napta Playa? Napta Playa, au sud de l'Égypte, c'est un site mégalithique extrêmement ancien, plus ancien que les pyramides elles-mêmes. Il est contemporain de l'époque mégalithique européenne et il représente une constellation dans le ciel. Donc on est dans la même logique que la logique mégalithique qui est de représenter donc avec des mégalithes soit des objets géométriques, soit des objets stellaires. Ensuite, nous avons Karnak. Nous avons le Karnak de Bretagne qui est très ancien, environ 4000 avant Jésus-Christ. Et nous avons le Karnak d'Égypte qui est plus récent, entre 1000 et 2000 avant Jésus-Christ. Des deux côtés, nous retrouvons une architecture faite de monolithes, de pylônes. En Égypte, c'est beaucoup plus fin, mais on a vu que c'était également plus récent. Et on a des pylônes qui atteignent jusqu'à 21 mètres de hauteur. 21 mètres de hauteur, c'est également la hauteur maximale du plus grand menhir que l'on va retrouver près de Karnak à Locmarquier. Le voici. Bon, maintenant il est cassé. Mais tout de même, c'est à peu près la même hauteur. Et puis donc des deux côtés, on va retrouver énormément de monolithes, de pylônes. Et puis sur le plan symbolique, le Karnak d'Égypte, il y a énormément de béliers. Bon, du côté de la Bretagne, il y a très peu de choses qui sont gravées, où il y a très peu de symboles. Mais on retrouve quand même à Guingamp, à la fontaine Plomée, ce fameux bélier. Et puis donc entre Karnak et Karnak, il y a seulement une lettre qui change, le C pour le K, tout comme le mot celte peut devenir le mot celte. Le bélier est un animal très important dans la culture celte, l'animal cornu d'une manière générale. On peut même retrouver à Paris ce genre de symbole celte. Nous avions vu en détail le méridien sacré d'Alésia, ce méridien d'origine du réseau vert qui comporte 5 villes
dotées toutes de 5 cathédrales de type gothique. Sauf pour Alésia, bien sûr, qui remonte à 1200 avant Jésus-Christ et qui a été rasée. 5 villes sacrées placées sur ce méridien à des distances significatives. Petit rappel, entre Alès et Alos en Belgique, en plein milieu, Alésia, c'est-à-dire Guyon aujourd'hui. Entre Alos et Alésia, en plein milieu, Reims, la ville des rois. Et entre Alès et Alos, à la proportion du nombre d'or, 3, la ville des Templiers. Ensuite, 6 degrés à l'ouest, nous avons Stonehenge, ce fabuleux site. Nous avons également Avebury et Silbury sur ce méridien. En plein milieu, donc à 3 degrés à l'ouest d'Alésia, nous avons le méridien de Rotamagus. Rotamagus, c'est-à-dire Rouen. Rota, ça veut dire roue. C'est également l'anagramme de tarot. Et Magus, ça veut dire magicien. Autre fait remarquable, nous avions une distance entre Stonehenge et Alésia de 366 miles tout rond. Sans oublier Cambridge et Le Havre, placés sur un méridien à 4 degrés à l'ouest d'Alésia, et toutes les autres villes non citées. Pour plus de détails, voir le dernier épisode. Nous avions pu déterminer un emplacement théorique pour l'ancienne Atlantide qui correspond à l'ancienne île du Dogger Bank. Les sites égyptiens sont-ils placés sur les méridiens du réseau vert? Thèbes, l'un des complexes archéologiques les plus riches au monde, est sur le réseau vert, avec Karnak, Luxor, Médine Abou, le Ramesséum et la vallée des rois. La vallée des rois et son sommet, la Corne, se trouvent en plein sur le méridien vert. Partons sans plus attendre 500 km au sud à Abou Simbel. Ce majestueux temple est taillé directement dans la roche. Il a la particularité d'être un temple solaire, car en effet, 2 fois par an, le 22 février et le 22 octobre, au lever du soleil, les rayons viennent traverser tout le temple à travers le long couloir pour venir éclairer le visage du couple de pharaons. Ce phénomène magnifique qui n'arrive que 2 matins par an est analogue à ce que l'on peut retrouver au cairn de Newgrange. Ce temple irlandais est traversé au solstice d'hiver par les rayons du soleil. Après ces superbes résultats, je vais enfin tenter de raccorder les fabuleuses pyramides de Gizeh à ce fameux réseau vert. Malheureusement, pas besoin d'un œil d'expert pour constater que Gizeh n'est pas sur un méridien vert. Alors je me suis souvenu d'où était partie cette aventure. L'entrée vers cette contre-matrice, c'était Alésia, en Gaule, si je puis dire. Mélangé entre mes vieux souvenirs d'enfance et l'envie de trouver le sérieux mathématique, je me dis qu'il était indéniable qu'il fallait mesurer la distance entre la Grande Pyramide et l'Alésia authentique à Guyon. Partons donc pour Alésia, c'est-à-dire aujourd'hui sur le Mont Faux, dans la commune de Guyon en France. Je m'y étais rendu personnellement il y a quelques mois. Vous pouvez donc observer ce qu'est le Mont Faux aujourd'hui.
Je prends comme référence la chapelle du Montfort, chapelle que je n'ai jamais trouvée d'ailleurs, mais il y a des panneaux qui l'indiquent. Nous nous rendons de l'autre côté en Égypte, sur le site de Gizeh, et nous prendrons comme référence le sommet de la grande pyramide de Khéops. 3023,16 km, ça n'est pas significatif malheureusement. Convertissons. 1878 miles, ça n'est pas significatif non plus. Observons ce qui se trouve près du site de Gizeh. Juste à côté de cet axe Alésia-Gizeh, on trouve la pyramide de Djedefré, qui est en ruine, mais qui a le mérite de se trouver sur cet axe. Mesurons donc la distance entre Khéops et Djedefré. On obtient 8,26 km, c'est-à-dire un multiple du yard mégalithique de Gizeh. En effet, Khéops-Djedefré, c'est 10 kYard mégalithique. Et si on multipliait par 366 cette distance, eh bien on obtient la distance Gizeh-Alésia. Incroyable. Et oui, Gizeh-Alésia, c'est 366 fois Khéops-Djedefré et 3660 kYard mégalithique. Magnifique, n'est-ce pas? Qui aurait cru que Alésia, le site gaulois, qui était perdu, encore fallait-il le retrouver, qui aurait cru qu'il serait raccordé à la grande pyramide de Khéops? La distance Montfort, grande pyramide, c'est 366 fois la distance Djedefré, Khéops. Ou encore, c'est 3660 kYard mégalithique. À propos du yard mégalithique de Gizeh, je vous invite à consulter l'article que j'ai rédigé et qui va détailler et bien expliquer les choses sur le site pagans.eu. Les pyramides n'étaient pas sur un méridien vert, mais c'est également le cas du site de Newgrange en Irlande, un site pourtant bien européen. Et si ce site de Newgrange était raccordé à Gizeh aussi avec des distances? Le site de Newgrange est-il connecté au site de Gizeh et à sa grande pyramide? Partons tout de suite pour l'Irlande. La mesure va tomber d'un instant à l'autre à partir du centre du cairn de Newgrange. 4007,47 km. Incroyable, 10% de la circonférence terrestre exactement. Ou encore 36,6 degrés d'arc mégalithique. Gizeh-Newgrange, c'est 36,6 degrés ou encore 1/10 de la circonférence terrestre. Incroyable, ces anciens bâtisseurs sont vraiment étonnants. On sait depuis la dernière vidéo Atlantis Code que les bâtisseurs de mégalithes maîtrisaient les mathématiques et l'astronomie à un niveau très avancé, bien plus avancé que ce que leur prête l'histoire officielle. Mais là tout de même, positionner Newgrange, daté d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ, avec autant de précision par rapport à la pyramide de Khéops, c'est une véritable prouesse qui serait même encore aujourd'hui probablement pas forcément facile à réaliser. Le site breton de Carnac n'est pas sur un méridien du réseau vert. Cependant, nous avions vu au dernier épisode l'importance de la latitude, notamment pour constituer un rectangle d'or à Crusuno, tout près de Carnac. Nous concluons donc que le souci des bâtisseurs par rapport à Carnac, c'était surtout la latitude. En effet,
Les Atlantes révéraient le soleil. Ils adoraient également la géométrie. C'est pourquoi ils aimaient marquer les solstices. C'est-à-dire, lorsque le soleil se lève au solstice d'hiver, ils positionnaient une pierre à cet endroit-là. Et puis une autre au moment du coucher. Et puis ils faisaient la même chose pour le solstice d'été. Ça leur donnait donc 4 points. C'est-à-dire qu'ils traçaient un quadrilatère au sol avec ces pierres. Or, étant fan de géométrie, voulant faire des triangles d'or de type 3, 4, 5, ça ne se produit qu'à une certaine latitude. Par conséquent, il fallait qu'ils installent leur temple sur cette latitude 3, 4, 5. Les peuples atlantes étant des peuples de marins, il fallait également que cela se trouve près de la côte. Or, le seul endroit en Europe occidentale où ces deux conditions sont réunies, c'est à Karnak, là où la latitude solsticiale 3, 4, 5 coupe la côte occidentale de l'Europe. C'est bien en Bretagne. Voilà comment les anciens ont positionné Karnak. Voilà pourquoi il n'est pas sur un méridien vert. Ce site breton date de 4000 à même peut-être 6000 ans avant Jésus-Christ. Le Karnak d'Égypte, lui, est beaucoup plus récent. Donc pour raccorder les deux sites, hormis le nom à consonance similaire, il fallait que le Karnak égyptien soit positionné en fonction de ce Karnak breton. Comment les bâtisseurs ont-ils pu raccorder les deux Karnaks? Sachant que le Karnak égyptien est déjà tout de même sur un méridien vert, ce n'est pas rien. Mesurons donc la distance entre les deux sites. L'arc, l'axe, mais c'est un arc puisque la Terre est courbe, mesure exactement 3957 km. Eh bien, on a une belle approximation du dixième de la circonférence terrestre avec une erreur d'1,3%. Cette erreur s'explique parce que le Karnak égyptien lui-même avait des conditions à respecter. Il devait être tout d'abord au bord du Nil, accessible aux navires, et ensuite il fallait faire le choix, soit qu'il soit sur le méridien vert, soit respecter exactement le dixième d'arc de circonférence terrestre. Les bâtisseurs ont choisi de le positionner sur un méridien vert et d'approcher le plus possible les 10% de la circonférence terrestre. Voilà qui est un très beau compromis, voilà qui est très joli et surtout voilà qui explique cette erreur en apparence des bâtisseurs pour la distance entre les deux sites. Mais en réalité, ce n'est pas une erreur, c'était pour respecter les autres conditions fondamentales. Vous pensez sans doute qu'on a vu le meilleur? Détrompez-vous, cela ne fait que commencer. Car oui, il y a d'autres sites sur cet arc Gizeh-Nugrange. J'avais oublié de vous parler de la Grèce antique et du site de Delphes, coupé par cet arc. Delphes et son fameux temple d'Apollon, la Grèce antique est raccordée. Nous sommes également passés par Venise, la fameuse ville avec ses barques atypiques connues à travers le monde. L'arc coupe la Laguna Veneta. Ces barques connues dans le monde entier pour leurs extrémités relevées. Venise, la racine veine du lac Vénétus. Le lac Vénétus qui fut rebaptisé depuis le lac de Constance. C'est en Suisse. Partons pour le pays de Galles où on va retrouver une région qui s'appelle le Gwynedd. Oui, la région du Gwynedd, c'est au pays de Galles. Au nord-ouest de celle-ci, on retrouve l'île d'Anglesey, tristement célèbre pour avoir été nommée l'île de Mona, là où les druides réfugiés furent massacrés par les Romains. Il y a également encore plus au nord-ouest l'île d'Holyhead Island. Ces deux îles sont des hauts lieux mégalithiques et druidiques. En parlant de Gwynedd, de Gwen, cette racine Ven des Vénètes, eh bien sachez que la ville de Vannes, son nom breton originel, c'est Gwynedd. Cet arc Gizeh-Nugrange démarre donc à Gizeh en passant par Alexandrie s'il vous plaît et en coupant la côte à angle droit et remonte donc
par Delphes, le temple d'Apollon, Venise, la ville maritime, le lac Vénétus, pour finir en Irlande à Newgrange. La Grèce antique, avec le site de Delphes, se trouverait également sur le réseau vert. En tous les cas, les écrits vont également dans ce sens. Car à Delphes, c'est le temple d'Apollon que l'on retrouve. Apollon n'est pas n'importe quel dieu grec, c'est l'un des dieux principaux, Apollon l'hyperboréen. Et d'ailleurs, justement, les écrits de Diodore et de Platon nous parlent d'un autre temple dédié à Apollon qui se trouve sur l'île des Hyperboréens. L'île des Hyperboréens qui se trouve au nord du monde et qui est une île fertile et qui se trouve, d'après Diodore, au nord du pays des Celtes, sachant que pour Diodore, le pays des Celtes, c'est la Gaule. Eh bien, ils vont nous donner une description également du temple d'Apollon qui ressemble fort à la description de Stonehenge ou éventuellement de Avebury. Tout prête à croire donc que cette île des Hyperboréens, c'est la Grande-Bretagne. Et la mythologie va également renforcer cette idée, puisque le mythe d'Apollon l'Hyperboréen nous parle donc d'Apollon comme étant un grand dieu médecin, beau, blond, apportant des connaissances et restant en Grèce tout l'été, mais repartant chez lui à Hyperborée tous les hivers. Cela correspond en réalité à la période de navigation des marins atlantes, puisqu'en bon marin, ils ne partent à l'aventure sur l'océan et loin en Méditerranée que lorsque la saison est bonne, c'est-à-dire à partir du printemps, et ils rentrent tous les hivers pour éviter la mauvaise saison. Apollon l'Hyperboréen proviendrait donc potentiellement de cette île de Grande-Bretagne où l'on va effectivement retrouver tous les plus beaux temples mégalithiques. À propos de Stonehenge, c'est un temple qui a une circonférence, c'est-à-dire un périmètre au niveau de son fossé circulaire, de 366 yards mégalithiques. Et oui, 366 yards mégalithiques de circonférence pour Stonehenge, c'est encore la puissance du 366 qui se manifeste. Il est intéressant de rapprocher Apollon du Avalon des Celtes. En effet, phonétiquement, Apollon et Avalon, c'est très proche. Lorsque l'on regarde donc ces cartes et ces liens, on voit clairement que ces sites, qu'ils soient égyptiens ou grecs, pointent tous vers l'Europe nordico-occidentale, que les anciens appelaient l'Hyperborée. Ils nous parlent également des Atlantes. Les Atlantes, c'est plus le côté maritime de ces gens-là. Et puis, c'est surtout la civilisation dans son ensemble qui s'est étalée jusqu'au Portugal. Les Hyperboréens, c'est donc les Atlantes du Nord, en quelque sorte. Et ils sont souvent associés donc aux dieux, c'est-à-dire en fait aux savants, à ceux qui déposent la connaissance, à ceux qui la partagent avec d'autres. Cela correspond au fonctionnement de la civilisation ancienne. Tout réside à partir d'un centre suprême, d'un centre où est déposée la tradition primordiale. Cette tradition, c'est toutes les connaissances, toute la science, mais c'est également des centres spirituels, puisque les deux n'étaient pas séparés dans le monde ancien. Ce centre suprême de la tradition se trouve au nord, et les savants qui sont instruits à ce centre partent ensuite en été, à l'aide des marins atlantes, au travers le monde pour distiller cette connaissance. Est-ce que ces sages venus d'Hyperborée ont pu influencer l'Égypte? Ont-ils distillé de leur connaissance jusque là-bas? Eh bien, on va regarder si on trouve des traces de culture hyperboréenne en Égypte. La tradition primordiale est basée sur l'unité divine primordiale que l'on a ensuite divisée en plusieurs parties afin de la rendre intelligible. La première façon de diviser est de la diviser en trois. Nous arrivons dans le ternaire, dans le trismégitisme d'Hermès chez les Grecs. Ce ternaire qui se manifeste dans le triskel celte ou encore dans le valknut plus nordique, plus slave. Mais l'on remarquera que cette division en trois est toujours centrée et reste unie autour donc de l'unité.
Une autre façon de voir l'unité, c'est les 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Le feu étant la polarité masculine, la chose la plus mobile, la plus chaude, et la terre représentant la polarité féminine, c'est-à-dire la chose la moins mobile. Ensuite, nous avons le fameux zodiaque, le zodiaque astrologique. Le zodiaque, en réalité, ce sont les constellations principales qui nous entourent, qui entourent la Terre, qui sont représentées en les assimilant à des animaux, afin de mieux les mémoriser. Le zodiaque, donc, c'est une façon de diviser l'unité primordiale en 12 parties. Vous êtes en plein dans la culture hyperboréenne, chez qui le Soleil est également un élément primordial. C'est l'astre principal tout d'abord, parce qu'il a également une division avec les planètes et les astres, dont le Soleil et la Lune. Le Soleil est donc l'astre principal révéré chez les hyperboréens, symbole masculin de chaleur, de mouvement, et sa polarité complémentaire, c'est la Lune, symbole du féminin sacré et des choses plus fixes. En Égypte, il y a nombre de temples qui révèrent le Soleil, à commencer par la grande pyramide de Gizeh, dite grande pyramide de Khéops. En effet, cette pyramide révère le Soleil à chaque équinoxe. En effet, le 21 septembre ou le 21 mars, à l'équinoxe, l'une des faces de la grande pyramide est complètement dans l'obscurité, alors que l'autre moitié de cette face, elle, est en plein jour. Cela produit un contraste magnifique et saisissant. L'on révère également le Soleil à Abu Simbel, bien plus au sud. Ce temple à couloir est émerveillé par la lumière solaire seulement 2 fois par an, à savoir le 22 octobre et le 22 février. Voulez-vous que je vous donne mon interprétation par rapport à Abu Simbel ? Eh bien, je pense que premièrement, si l'architecte a choisi de faire en sorte que les rayons solaires pénètrent uniquement à partir du 22 octobre, c'est pour marquer, je pense, le tiers de l'année. Car entre le 22 octobre et le 22 septembre, il y a seulement 4 mois. 4 mois sur 12, ça fait un tiers. Or, l'avantage du 1 tiers, c'est qu'il marque à la fois le 1, l'unité, et le 3, le fameux ternaire. Et puis, si l'on compte le nombre de jours entre le 22 octobre et le 22 février, on a 123 jours. 123, c'est 1, 2, 3, donc encore le 3. Et puis, si l'on fait 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. 1 fois 2 fois 3, ça fait encore 6. Donc, on a encore le 3, 6, 6 qui est caché là-dedans. Enfin, la cerise sur le gâteau, pour moi, si cette date a été choisie, c'est également pour nous signifier l'origine de l'architecte. En effet, ce qui se produit le matin du 22 octobre, c'est que la lumière solaire va illuminer le visage des 2 pharaons principaux, le couple de Ramsès. Elle va également éclairer sur la gauche Amon, mais le 4e personnage, l'architecte Ptah, c'est son nom, eh bien lui, l'architecte, est le seul qui va rester dans l'ombre. Or, chez les hyperboréens, dans la tradition, on dit que les grands ancêtres proviennent de la zone polaire, une zone dans laquelle la nuit se prolonge pendant plusieurs mois à l'arrivée de l'hiver. C'est-à-dire que le soleil, dans la zone polaire, encore aujourd'hui, ne se lève pas en hiver. Ils sont donc plongés dans l'obscurité pendant de longs mois. Et cette période effectivement sombre dans la zone polaire correspond effectivement à fin octobre, début novembre, ce qui est également la date de la fête celtique de Samhain, qui a dégénéré un petit peu en Halloween. Mais cette fête de Samhain, à la base, est une fête qui marque l'entrée dans la saison sombre. Donc je pense que si cet architecte Ptah reste dans l'ombre le 22 octobre, un jour très proche de la Samhain, c'est pour nous signifier également son origine hyperboréenne. Cette hypothèse va être renforcée par le fait que l'on retrouve le même genre de temple à couloir à Newgrange en Irlande. En effet, au solstice d'hiver, une seule fois par an cette fois-ci, le soleil va également illuminer au travers d'un couloir
le triskel, le fameux triskel cher aux Celtes. Donc une seule fois par an, cette fois-ci c'est le triskel qui est mis en lumière en Irlande. Comme vous avez pu le voir, dans cette culture solaire, le lever du soleil est très important. Le lever se passe à l'est. Par conséquent, l'est est symbole de vie dans cette culture, alors que l'ouest, là où le soleil se couche, est symbole de mort. Et comme par hasard, si vous allez sur le grand complexe de Thèbes, tous les temples mortuaires, là où vous allez retrouver les momies, se trouvent à l'ouest. La Vallée des Rois, le Ramesseum, autant de temples mortuaires positionnés à l'ouest du Nil, alors qu'à l'est, des temples comme Karnak, eh bien, ce sont des temples qui ne symbolisent absolument pas la mort. Effectivement, tous les temples mortuaires du site de Thèbes se trouvent bien à l'ouest. On avait déjà, grâce à cette lecture, compris comment les anciens nous ont signifié l'ancien emplacement et la mort d'Alésia, puisque Alésia étant mort, ayant été rebaptisé Guyon, Guyon se trouvait à l'est d'une commune qui faisait pivot, qui s'appelait Maison-Dieu, alors qu'à l'ouest, nous avions Avalon, le paradis, donc c'est-à-dire ce qui est après la vie, ce qui est dans la mort. Alésia, métaphoriquement, était donc à Avalon, c'est-à-dire à l'ouest. Alésia était mort. Enfin, terminons avec un petit peu d'astrologie, avec le signe du bélier. Le bélier, on en retrouve quantité en Égypte, et plus particulièrement à Karnak. C'est des dizaines et des dizaines de statues de bélier, de sphinx bélier. Le bélier est le signe astrologique le plus important, car c'est le premier, c'est-à-dire que c'est le commencement, c'est le début. Le bélier est le signe qui insuffle la vie. Il peut être violent, mais c'est une violence nécessaire à la vie. Prenons l'exemple de l'accouchement. Un accouchement, c'est très violent, mais cette violence est nécessaire pour donner la vie. Le bélier, c'est un signe de feu, c'est-à-dire qu'il symbolise le tempérament, l'énergie. Le feu est en analogie avec le soleil, voilà qui plaît aussi beaucoup aux hyperboréens. Et puis le bélier, c'est un animal volontaire, courageux, qui n'hésitera pas une seconde à se sacrifier pour protéger son troupeau. Voilà qui épouse également parfaitement l'esprit hyperboréen, qui est un esprit toujours de sacrifice pour les autres, de sacrifice pour réussir à s'élever. Ram le Celte, Ram l'hyperboréen. Toutes ces tribus d'Europe du Nord vont malheureusement devoir quitter leur chez-soi. Ils vont quitter leur pays dévasté par l'océan Atlantique qui ravage les plaines du Doggerland. Dans cette période, aux alentours de 5000 avant Jésus-Christ, a lieu en effet un gigantesque tsunami qui va créer littéralement la mer du Nord, mais qui va donc dévaster les territoires occupés par les hyperboréens. Les rescapés y ont dû heureusement partir trouver des terres plus clémentes par navire, mais la plupart partirent à pied et ils furent menés par Ram. Ram est un druide, Ram est un grand savant, un leader, un sage. Ram le bélier mènera toutes ces tribus vers des terres plus clémentes, vers le sud-est. Ram ira jusqu'en Inde, où il sera connu sous le nom de Rama. Son nom, Ram, vient de la langue ancienne d'Europe du Nord, qui, semble-t-il, était commune à tous les peuples européens, qui se rapproche de l'ancien germanique. Ram provient de l'allemand Rame, qui veut dire bélier, mot encore conservé aujourd'hui. Mot également conservé dans la langue anglaise, puisque bélier se dit effectivement Ram. Rama en Inde
mais on connaîtra également en Inde, suite à son arrivée, les Aryas. Les Aryas qui sont à mettre en relation avec Aries. Le mot latin Aries veut en effet dire aussi bélier. On parlera également du dieu hindou Agni ou Agni, à mettre en rapport avec l'agneau. L'agneau et le bélier. Agni qui est à mettre en relation avec le mot igné qui veut dire en feu. Le bélier, le feu, le nom de ces divinités sont toutes liées à Ram, le bélier. En partant jusqu'en Inde, Ram s'installera déjà dans l'actuelle Roumanie, dans la zone des Carpates, où il fondera avec ses tribus la civilisation Das. Ceux qui ont vu le film L'autre terre des dieux savent que la civilisation Das a été fondée par les Hyperboréens. Le royaume Das sera suivi de l'empire Thrace. On retrouve des traces de l'avancée de Ram et de l'établissement de cette civilisation entre donc l'Europe nordico-occidentale et les Carpates par l'intermédiaire des traces archéologiques de métaux. On retrouve notamment la fameuse civilisation de Vinca, une civilisation qui dérange l'histoire officielle car il y a des traces de métaux datées d'il y a 5000 ans avant Jésus-Christ, devançant donc Sumer de plusieurs millénaires. Mais il y a même la civilisation de Ruban qui a également des métaux très anciens de cet âge-là. Et tout ceci se trouve comme par hasard sur un axe nordico-occidental jusqu'aux Carpates. Sur sa longue route menant jusqu'à l'Inde, Ram sera également passé par la Mésopotamie, par la Perse, mais également par l'Égypte où il sera connu sous le nom de Ra. Ra, le dieu solaire. La mythologie grecque nous parle de Ram sous le nom d'Héraclès. Cependant, les Grecs, à une certaine époque, ont quelque peu interverti le sens des travaux d'Héraclès ou Hercule chez les Romains. Voici une carte qui montre la migration de la culture du bronze. Elle illustre en réalité l'extension atlante en Méditerranée. Cela est corroboré également par les datations des constructions mégalithiques, car on retrouve de nombreuses constructions mégalithiques en Méditerranée. Seulement celles-ci sont plus récentes que les constructions nordico-atlantes. Les constructions nordico-atlantes, c'est ce qui va de la Scandinavie en passant par la Grande-Bretagne pour aller jusqu'au Portugal. Nous n'aurons malheureusement pas le temps dans cet épisode de traiter tous les exploits de Ram et tout ce qu'il a pu faire de par le monde, faute de temps. Nous ne pourrons nous concentrer que sur l'Égypte pour cet épisode. Et oui, vous savez que ma tâche est soumise à la nécessité de s'alimenter, de vivre comme tout le monde. J'ai donc toujours un travail alimentaire à côté qui fait que je ne peux pas donner tout mon temps ni pour l'instant me donner à 100% pour cette tâche. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais pouvoir continuer très longtemps à faire ces free movies qui me coûtent énormément de temps. C'est pourquoi je suis en voie de professionnalisation. Je cherche l'indépendance totale et la professionnalisation dans ce que je veux faire un métier, c'est-à-dire un producteur de films qui seront gratuits pour le public, mais cela nécessite bien sûr en réalité une participation qui peut être soit donc un financement participatif par le don avec le Tipeee de l'Esprit Viking, le lien va être ici, soit pour moi j'ai créé en fait une petite boutique sur le site internet l'Esprit Viking. Bon, je vous conseille d'aller visiter d'abord le site pagans.eu qui va vous mener de toute façon à cette boutique parce que le site Pagans c'est vraiment un recueil de culture ancienne, de culture hyperboréenne. Et donc j'ai monté une petite maison d'édition. J'ai pour l'instant édité 2 livres, dont mon livre Les Hyperboréens face à l'Empire, dans sa dernière version Eburo, qui va vous raconter les exploits de Ram en détail et même bien plus que cela. Il y a énormément d'informations. Je crois que le temps de tout mettre en vidéo, il va falloir plus d'1 année. Donc ça vaut vraiment le coup d'acheter ce livre. Surtout, ça me permet de me professionnaliser. Donc voilà, merci de penser à moi, car vous savez qu'en plus, si vous voulez être informé, ça ne va pas être malheureusement l'argent public ou des sociétés privées soumises à des influences de différents lobbies qui vont le faire. Cette réinformation
vous devez aller la chercher. La vérité, la liberté a malheureusement elle aussi un coût. C'est votre liberté, votre choix de mettre par exemple 1 € par mois sur le Tipeee, ce qui n'est pas rien, absolument pas, cela compte. Dans la mythologie égyptienne, c'est le dieu Ra, Ra avec un accent circonflexe qui veut probablement dire qu'on a ôté une lettre. Ra, en réalité, c'est tout simplement Ram, Ram le Celte venu du Nord. La mythologie égyptienne nous dit bien que Ra est arrivé en Égypte, que c'est le dieu primordial, le dieu civilisateur, l'initiateur. C'est lui qui a amené l'irrigation, l'astronomie, les mathématiques, la médecine, l'architecture, c'est-à-dire aussi la géométrie. C'est donc bien Ra, le dieu principal, et c'est un dieu solaire qui est arrivé sur sa barque. Donc vous savez que les navires atlantes, ce sont des navires comme des dracars, des longues barques avec les proues relevées. Effectivement, on va voir beaucoup de gravures en Égypte avec ce type de barque. On retrouve vraiment beaucoup de gravures de navires avec des proues relevées, tissées comme des longues barques vikings. En Égypte, on en retrouve vraiment beaucoup. Et en prime, on a souvent ces cornes qui sont sur ces navires, soit pour orner le navire, soit carrément sur les individus. Il faut savoir que les cornes, effectivement, ça nous parle, ça nous fait penser effectivement aux béliers, donc ce peuple bélier qui serait venu également par la mer. Et il faut savoir que chez les Atlantes, eh bien, le capitaine du navire a un casque à cornes. C'est-à-dire que le casque à cornes est symbole de pouvoir. C'est le capitaine qui possède ce casque. Ram a donné son nom au fameux Ramesséum. Le Ramesséum, c'est l'un des plus beaux temples dans le site de Thèbes. Et c'est Ram donc qui a donné son nom au Ramesséum. Et également, plus tard, les pharaons Ramsès donc, ont pris leur nom effectivement également de Ram. Nous savons par la mythologie que les Égyptiens révéraient nombre de dieux. Ils révéraient les étoiles, les constellations, la Grande Ourse, la constellation du Cygne, la constellation d'Orion et l'étoile Sirius. Tout d'abord, la constellation de la Grande Ourse et la constellation du Cygne sont des constellations extrêmement importantes pour les marins, extrêmement importantes également pour les hyperboréens, car ces constellations circumpolaires permettent l'orientation, notamment pour les marins. Ensuite, la constellation d'Orion, eh bien, c'est celle qui indiquait l'époque par rapport à la précession des équinoxes. Vous savez que la précession des équinoxes permet de déterminer des ères de 2000 ans. Et lorsque, à l'équinoxe de printemps, on était dans la constellation d'Orion, c'était à peu près le moment de l'arrivée de Ram et des marins atlantes. C'est-à-dire que Orion, c'est en réalité le début de l'ère du taureau, c'est-à-dire à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond donc à l'arrivée de Ram et des Atlantes. Enfin, l'étoile Sirius est à mettre en rapport direct avec le grec Sirios. C'est le nom de l'étoile en grec Sirios, qui est l'anagramme parfait d'Osiris. Encore une fois, c'est la navigation qui va nous éclairer. Il faut également comprendre un petit peu le mécanisme du mouvement du Soleil et des étoiles dans le ciel. À l'équinoxe de printemps, le 21 mars, à cette époque reculée d'Orion, eh bien, c'est la constellation d'Orion qui disparaît du ciel nocturne, bien sûr, pour observer les étoiles, puisqu'elle est masquée par le Soleil. Cela veut dire que l'étoile Sirius, qui suit de très près Orion, va également disparaître de l'horizon. Et donc, quand Sirius disparaît, cela veut dire pour les Égyptiens le début du printemps. Et donc, quand Sirius va réapparaître quelques semaines plus tard, cela voudra dire que les marins atlantes sont sur le point d'arriver, puisque ça veut dire qu'on est pleinement dans le printemps, et les marins atlantes
ne navigue qu'au printemps. Donc l'étoile Sirius, en réalité, signifie l'arrivée des marins atlantes. L'étoile Sirius signifie l'arrivée d'Osiris. Car comme vous le savez, les marins ne sortaient en voyage qu'à partir du printemps. Ils ne sortaient qu'à la saison d'été et rentraient toujours passer l'hiver chez eux au nord, comme on l'a vu dans le mythe d'Apollon l'hyperboréen, qui rentre toujours chez lui pour passer l'hiver. Les rites funéraires égyptiens du dieu Ra et du pharaon Khéops sont également à mettre en relation directe avec les anciennes coutumes des marins d'Europe du Nord. En effet, le dieu Ra, qui est arrivé sur sa barque solaire, lorsqu'il est mort, a été transporté sur sa longue barque solaire. Ce rite funéraire est similaire à celui du pharaon Khéops, qui lui aussi a sa barque solaire. Ces dieux égyptiens sont donc transportés sur un navire, une longue barque, pour le rite funéraire, alors que chez les Vikings, encore en l'an 1000, on pratiquait également des rites funéraires avec des navires, sauf que chez les Vikings, c'est l'incinération qui était pratiquée, le mort était brûlé avec son navire. Je ne sais pas si c'était le cas en Égypte, mais en tous les cas, il y a dans les deux cas l'utilisation du navire pour le rite funéraire. Et le navire est de même type. Concernant l'étymologie du mot Osiris, nous nous risquons à une interprétation. Vous savez que les marins atlantes, parmi eux les druides, furent appelés des As de par leurs aptitudes en sciences alternatives magnétiques telluriques. Ces As, donc dans la langue nordique, ça se dit un os, O2S, au singulier. Au pluriel, des As, donc ça se dit Asir, Azir. Si on concatène donc os et Azir, ça fait Osir. Et si on rajoute is, qui veut dire mer en langue nordique, ça fait les As qui viennent de la mer, Osiris. Enfin, si l'on regarde l'effigie du dieu solaire Ra, le dieu solaire Ra a au-dessus de la tête effectivement un soleil, ce qui signifie donc son état spirituel avancé. Cet état, comme je disais, alchimique, solaire du grand druide qui atteint donc des niveaux de conscience supérieurs. Et puis il a une tête d'oiseau. Il faut savoir que dans la tradition primordiale, on a deux animaux pour symboliser d'un côté le côté spirituel qui est symbolisé par l'oiseau. Chez les Nordiques, chez les Gaulois, on sait que c'est le cygne ou le corbeau, bref, des oiseaux que l'on retrouve en Europe du Nord. Mais en Égypte, on ne retrouve pas ce genre d'oiseau. Par conséquent, c'est une tête qui ressemble plus probablement à un oiseau qu'on retrouve en Égypte. Alors que le pouvoir royal est symbolisé par l'ours. L'ours qu'on retrouve dans la racine du roi Arthur, puisque Arthur vient de Arto, qui veut dire ours en gaulois, qui vient du grec Arctos, qui veut dire ours, et qui, comme vous le savez, renvoie au mot arctique, qui symbolise la zone arctique, justement, où on retrouve des ours polaires. D'où l'importance et d'où le nom également donc, de la constellation de la Grande Ourse, l'ours le symbole royal et le cygne, la constellation du cygne, le symbole spirituel, animaux nordiques qui donc en Égypte ou dans les parties plus au sud du monde ont été changés sous la forme d'autres animaux assez similaires, comme donc éventuellement le corbeau, le faucon pour Ra, ou le bélier, ou voire plus tard le lion, qui ont remplacé l'ours dans les zones plus au sud. Nous pouvons rajouter encore comme élément ces gravures retrouvées donc en Égypte. Le nom de lieu va s'afficher. Cette rune, vous la reconnaissez, c'est la rune de Tyr, Tivaz, la rune principale. Les runes, vous savez, on les associe aux Vikings, à la mythologie nordique, mais comme je vous l'ai déjà dit, en réalité, elles sont plus anciennes qu'on le dit, et elles étaient également utilisées par les druides avant l'interdiction romaine qui avait fait que les druides les avaient remplacés par les oghams. Donc Ram, ce grand druide, ce leader, est originaire de la tribu des Eburos boréens. Eburos boréens, Eburos ça veut dire sanglier en gaulois, donc les sangliers boréens. C'est encore la culture hyperboréenne qui va vous permettre de comprendre cela. On trouve pas mal de noms de lieux, effectivement, en Europe du Nord, pas loin de la mer du Nord,
qui porte le nom de Ram. Si vous voulez plus d'informations sur Ram, comment il a été nommé dans les différentes mythologies, j'ai fait un article sur pagans.eu, le site internet à ne pas manquer. Donc un article pour en savoir plus sur Ram. Il semble bien qu'il y ait eu une toute autre civilisation il y a fort longtemps. Il semble que l'histoire racontée à nos enfants par Fernand Nathan est loin de la réalité de ce qui s'est vraiment passé. Cette civilisation et ce monde étaient vraiment différents. Ils semblaient bien meilleurs car les Égyptiens gardent un souvenir extrêmement positif de ces marins atlantes qui ont débarqué et qui leur ont apporté la science, la médecine, beaucoup de connaissances, à tel point qu'ils ont divinisé ces visiteurs atlantes. Il existe donc bien une autre façon de concevoir le monde. Nous allons donc continuer cette exploration et pour cela, n'oubliez pas de me soutenir, j'ai également besoin de vous. Nous n'en sommes qu'au début. Nous allons continuer l'exploration du fameux réseau vert. Nous allons explorer plus en profondeur la Grèce que nous avons fait qu'effleurer. Nous allons étudier Sumer. Nous allons étudier plus en profondeur l'Inde, mais également l'Amérique latine. Nous avons encore tout le réseau vert mondial à explorer. Et les fameuses pyramides de Gizeh, sont-elles l'œuvre de Ram ou sont-elles plus anciennes? C'est ce que donc, je l'espère, nous verrons dans de prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de faire un tour sur le site internet pagans.eu pour trouver deux très bons articles, un sur Ram, l'autre sur le yard mégalithique égyptien. N'oubliez pas de diffuser également au maximum cette vidéo s'il vous plaît, de partager ces connaissances. Merci de m'avoir suivi. C'était Oleg de Normandie pour vous servir.